Alexandre Solzhenitsyn, réfléchissant à la métamorphose de l'Union soviétique en régime totalitaire au milieu du XXe siècle et à tout ce qui aurait pu être fait pour l'empêcher, écrit ce qui suit. Si, nous n'aimions pas assez la liberté, et plus encore, nous n'avions aucune conscience de la situation réelle, nous étions pressés de nous soumettre, nous nous sommes même soumis avec plaisir, nous avons purement et simplement mérité tout ce qui nous est arrivé par la suite. Le XXe siècle montre clairement que le totalitarisme n'apporte pas une solution à un quelconque problème social ou politique, mais au contraire que c'est une maladie sociale parmi les plus horribles qui soient. Plus d'hommes, de femmes et d'enfants innocents ont été tués par des régimes totalitaires au XXe siècle que par les catastrophes naturelles, les épidémies ou même les 2 guerres mondiales. Si, par conséquent, nous avons le malheur de vivre dans un monde qui fricote avec des tendances totalitaires, que pouvons-nous faire pour y échapper ? Dans cette vidéo, en nous appuyant sur les idées de ceux qui ont étudié les systèmes totalitaires ou vécu dans ce type de régime politique, nous allons explorer un moyen d'échapper à l'emprise des esprits cruels et viciés des totalitaires en puissance. Pour comprendre ce qu'implique cette forme d'échappatoire au pouvoir totalitaire, nous le comparerons à 2 autres moyens d'échapper à la dureté de la vie, que sont l'évasion chimique et la fuite physique. L'évasion chimique consiste à atténuer sa propre conscience de la réalité et de la précarité de sa situation en consommant des drogues et de l'alcool ou en s'enfermant devant des écrans pendant des heures. Ce type de fuite de la réalité peut soulager à court terme les sentiments d'anxiété, de dépression et d'ennui, mais plus on a recours à ces activités, plus la santé mentale se détériore. En outre, l'évasion chimique n'empêche en rien la montée du totalitarisme. Elle a même tendance à la favoriser par les tendances à la docilité, la passivité et l'apathie qu'elle engendre. Autant de traits qui rendent les gens plus manipulables et contrôlables, comme l'écrit le docteur Just Merleau dans son livre sur le totalitarisme. Le culte de la passivité et de la soi-disant détente est l'un des développements les plus dangereux de notre époque. Il représente essentiellement un modèle de camouflage, le double souhait de ne pas voir les dangers et les défis de la vie et de ne pas être vu. La détente silencieuse et solitaire avec de l'alcool, des sucreries ou l'écran de télévision peut apaiser l'esprit dans une passivité qui peut progressivement le rendre vulnérable à l'idéologie séduisante d'un ennemi redouté. En niant le danger du totalitarisme par la passivité, on peut progressivement livrer à ces tentations ceux qui en avaient initialement peur. Une alternative à l'évasion chimique est l'évasion physique, qui consiste à s'installer dans un endroit offrant plus de liberté. Cette forme d'évasion présente de nombreux avantages, car, puisque nous n'avons qu'une seule vie, pourquoi voudrait-on la vivre dans un endroit soumis au contrôle étouffant de politiciens et de bureaucrates corrompus et avides de pouvoir ? Cependant, cette forme d'évasion pose d'autres problèmes. Tout d'abord, pour de nombreuses personnes, il n'est pas facile de faire ses bagages et de déménager dans un nouveau pays. De plus, si nous vivons à une époque où la montée de la tyrannie est un phénomène mondial, l'aspect pratique de la fuite physique diminue encore, car les îlots de liberté recherchés sont rares. Qui plus est, si l'on permet au totalitarisme de proliférer, les endroits qui sont libres aujourd'hui ne le restent pas longtemps. D'autant que le totalitarisme cherche toujours à s'étendre dans le temps, dans l'espace et dans les esprits. La fuite, comme la fuite chimique, n'est pas une réponse. Parlons à présent de la fuite en avant. Qu'implique cette fuite en avant ? Pour répondre à cette question, nous devons nous défaire de l'idée que le totalitarisme peut être vaincu par l'obéissance et le conformisme. De nombreuses personnes cèdent aux ordres des totalitaires en puissance parce qu'elles pensent que c'est le moyen le plus rapide de revenir à un semblant de normalité. Si certains diront que c'est une manière lâche de se comporter, c'est en réalité un comportement qui témoigne d'une forme d'ignorance. Car la soumission et le conformisme ne font qu'enhardir les régimes totalitaires, un point souligné par la philosophe politique Hannah Arendt dans son livre « Les origines du totalitarisme ». L'aspect le plus caractéristique de la terreur totalitaire est qu'elle se déchaîne lorsque toute opposition organisée s'est éteinte et que le dirigeant totalitaire sait qu'il n'a plus à avoir peur. Staline a commencé ses purges gigantesques, non pas en 1928, lorsqu'il concédait « nous avons des ennemis internes », mais en 1934, lorsque tous les anciens opposants ont eu confessé leurs erreurs et que Staline lui-même, au 17e congrès du parti, a déclaré « il n'y a plus rien à prouver et semble-t-il plus personne à combattre ». La soumission nourrit les aspirations totalitaires. L'obéissance n'a jamais été, n'est pas et ne sera jamais le chemin d'un retour à une forme de normalité. Au contraire, l'insoumission et la désobéissance civile sont essentielles pour contrer la montée d'une dérive totalitaire.
Mais en plus d'une forme passive ou active de résistance, une fuite en avant dans une réalité dépourvue de la pathologie totalitaire est indispensable. Elle passe par la construction d'une ou plusieurs sociétés parallèles. Une société parallèle sert deux objectifs principaux. Elle offre des îlots de liberté à ceux qui sont rejetés par le système totalitaire ou qui refusent d'y participer, et elle prépare les fondations d'une nouvelle société qui peut naître des cendres de la destruction causée par les totalitaires. Comme l'explique Václav Havel, un dissident sous le régime communiste de la Tchécoslovaquie, dans son livre Le pouvoir des sans-pouvoirs, ces sociétés sont essentiellement pratiques, découlent des modes de vie et non pas d'une vision politique du monde. Lorsque ceux qui ont décidé de vivre dans la vérité se sont vus refuser toute influence directe sur les structures sociales existantes, sans parler de la possibilité d'y participer, et lorsque ces personnes commencent à pratiquer ce que j'ai appelé une vie indépendante de la société, cette vie indépendante commence d'elle-même à se structurer d'une certaine manière. Ces structures parallèles ne se développent pas à partir d'une vision théorique d'un changement de régime, il ne s'agit pas de sectes politiques, mais naissent des objectifs de vie et des besoins authentiques de personnes bien réelles. Il existe d'innombrables façons de contribuer à la construction d'une société parallèle. On peut construire des technologies qui favorisent la liberté ou des stratégies économiques qui encouragent les échanges. On peut diriger une entreprise qui résiste à l'application de lois ou de mandats injustes, ou créer des médias ou des institutions éducatives qui s'opposent aux mensonges et à la propagande d'un régime totalitaire. On peut aussi créer de la musique, de la littérature, des œuvres d'art qui s'opposent à l'immobilisme de la culture totalitaire. La société parallèle est une alternative décentralisée et volontaire au contrôle centralisé et coercitif de la société totalitaire, et comme l'explique Václav Havel, l'une des tâches les plus importantes que les mouvements dissidents se sont fixées est de soutenir et de développer les structures des sociétés parallèles. Que sont ces tentatives initiales d'auto-organisation sociale, sinon les efforts d'une certaine partie de la société pour se débarrasser des aspects auto-entretenus du totalitarisme et ainsi s'extraire radicalement de sa contribution au système totalitaire. Et comme il l'explique plus loin, il serait tout à fait erroné de comprendre les structures parallèles et la société parallèle comme une fuite dans un ghetto et comme un acte d'isolement égoïste, ne s'adressant qu'au bien-être de ceux qui ont décidé de suivre cette voie. La phase ultime de ce processus est la situation dans laquelle les structures officielles commencent tout simplement à dépérir et à mourir pour être remplacées par de nouvelles structures qui ont évolué à partir d'en bas et sont constituées d'une manière fondamentalement différente. La construction d'une société parallèle, cependant, n'est pas seulement une solution à long terme à la destruction totalitaire. Elle sert également à contrer la montée des totalitarismes. Car l'acte de construire des structures sociales parallèles révèle que tout le monde ne se pliera pas et ne se soumettra pas au contrôle total de l'État. Comme l'a noté Hannah Arendt, cette diversité de structures au sein de la société aide à limiter les totalitaires en puissance. Ce processus s'oppose également à l'atomisation sociale qui accompagne la mise en place des régimes totalitaires en favorisant des liens communautaires volontaires entre ceux qui chérissent la liberté. D'autre part, l'existence même d'un espace alternatif échappant au processus totalitaire permet à ses participants d'échapper aux sentiments quotidiens d'anxiété, d'ennui et de dépression qui accompagnent la vie dans un monde incertain et tenté par le totalitarisme. Choisir de se fixer un objectif pour aider à la construction d'une société parallèle et le travail discipliné et ciblé qui l'accompagne nous permet de donner plus de sens à notre vie et nous ouvre la possibilité d'atteindre des états de satisfaction, voire de plénitude. Le travail et la concentration sur une mission sont des moyens sains d'échapper aux misères quotidiennes de la vie dans une société pathologique et corrompue. Contrairement aux expériences engourdissantes de la fuite chimique de la réalité qui affaiblissent corps et esprit, il est possible par sa démarche active et déterminée d'augmenter son estime de soi et son sentiment de contrôle sur le cours de son existence. Plus il y a de gens qui rentrent dans cette démarche, plus il est difficile pour un pouvoir totalitaire d'enferrer la population dans les chaînes de la servitude. Comme l'a averti Alexandre Solzhenitsyn, aucune arme, quelle que soit sa puissance, ne peut aider l'Occident jusqu'à ce qu'il surmonte sa perte de volonté. Tenter la fuite en avant en contribuant à la création d'une société parallèle comporte des risques et le succès n'est pas garanti. Mais c'est une bien meilleure option que de simplement rester assis passivement en espérant que les choses finissent par aller mieux. Plutôt que de se contenter d'un simple espoir, une volonté courageuse du plus grand nombre est nécessaire pour empêcher la montée d'un régime totalitaire. Et plus tôt les gens agissent au mépris des aspirants totalitaires, plus grandes sont les chances de succès. Car l'erreur qui a été commise maintes et maintes fois dans les pays totalitaires du XXe siècle, c'est que les gens n'ont pas agi assez tôt. Milton Mayer, dans son livre « Il pensait être libre »,
interroge un individu qui a vécu dans le régime hitlérien. Ces paroles devraient servir d'avertissement à tous ceux qui vivent dans une société attirée vers l'abîme du totalitarisme. Vous attendez une grande occasion choquante, pensant que d'autres, lorsqu'un tel choc se produira, se joindront à vous pour résister d'une manière ou d'une autre. Mais la grande occasion choquante, celle où des dizaines, des centaines ou des milliers de personnes se joindront à vous, ne vient jamais. Si le dernier et le pire acte de tout le régime était venu immédiatement après le premier et le plus petit, des milliers, oui, des millions auraient été suffisamment choqués. Mais bien sûr, ce n'est pas ainsi que ça se passe. Entre les deux viennent des centaines de petits pas, certains imperceptibles, chacun d'entre eux vous préparant à ne pas être choqué par le suivant. Et un jour, trop tard, vos principes, si jamais vous les avez ressentis, vos principes vous sautent à la gorge et vous voyez que tout a changé. Désormais, vous vivez dans un monde de haine et de peur, et les gens qui haïssent et ont peur ne le savent même pas eux-mêmes, car quand tout le monde a été métamorphosé, c'est comme si personne n'était métamorphosé.